Bonjour à tous, douce, colorée, fraîche, éclatante ou bronzée, mais aussi parfois grasse, piquée, brûlée, ridée, tachetée ou boutonneuse. Notre peau est un peu le reflet de notre vie avec ses moments de joie, ses petits soucis et ses gros pépins aussi. C'est vrai qu'elle est sujette à bien des attaques extérieures, la peau, les insectes, le tabac, la pollution, le soleil, le maquillage, des bains trop chauds et même le cancer. Pourtant, on a tendance à la négliger tant ses capacités à se reconstituer sont étonnantes. Au programme de ce Savoir Plus Santé au parfum estival, préparé avec notre confrère Santé Magazine de ce mois, des conseils pratiques et les toutes dernières découvertes en matière de traitement. Acné, quelle stratégie avant l'été? Psoriasis, enfin des traitements pour tous. Soins quotidiens, comment choisir savon et crème solaire. Soleil, comment vieillir sans rides ni cancer. Sueur, de l'utile au désagréable. Alors pour savoir comment mieux soigner notre peau, nous accueillons le professeur Brigitte Dresneau. Vous êtes dermatologue au CHU de Nantes et aussi présidente de la Société française de dermatologie. Alors est-ce qu'aujourd'hui, avec notre rythme de vie, là où nous habitons, nous maltraitons notre peau plus qu'avant ? Tout à fait. Aujourd'hui, on maltraite de plus en plus notre peau. D'une part, sous l'effet du soleil, c'est tous les bains de soleil, c'est la pollution qui est de plus en plus importante, et c'est aussi des soins de maquillage qui sont répétés de plus en plus. On pense que le maquillage protège la peau, en fait ça l'abîme. Ça l'abîme à un certain moment, oui. Il faut faire attention. Et puis le nombre de cancers augmente quand même. Absolument, le nombre de cancers cutanés est en nette augmentation. Alors tout de suite, pour bien comprendre la suite de l'émission, un petit rappel sur la peau, avec quelques chiffres d'abord. Sa surface se situe chez l'homme à environ, disons, 2 mètres carrés. Son épaisseur, c'est entre 1,4 et 4 mm, avec 3 couches principales. Tout en haut, l'épiderme, c'est la structure protectrice du corps. Et puis en dessous, le derme. Et là, on va trouver beaucoup de choses. D'abord, beaucoup de vaisseaux sanguins, et puis des follicules pileux, les voici, et puis des glandes sébacées, qui produisent le sébum, qui participe au film gras qui protège la peau, et puis enfin des glandes sudoripares, les voici les glandes sudoripares qui produisent la sueur. Enfin en dessous il y a l'hypoderme avec les cellules adipeuses, autrement dit la graisse pour simplifier, des veines et des artères. Alors on le voit, Brigitte Dresneau, c'est une machine formidable cette peau, on ne s'en rend pas compte mais elle travaille sans arrêt. Elle travaille sans arrêt, elle reçoit des informations, elle les traite. C'est une sorte d'ordinateur qui est chargé de percevoir les messages, les transformer et permettre à notre organisme de se défendre. Et parfois il y a des bugs. Et parfois il y a des bugs, effectivement, et ça donne les maladies de peau. On va prendre tout de suite la direction de la campagne, de la nature. Cet été, nous allons faire de belles balades à nos risques et périls avec tous ces insectes invisibles prêts à passer à l'attaque. La chasse aux petites bêtes est ouverte. Suivons Laurence Beauvillard. Ça gratouille ou ça chatouille? Ça pique ou ça gratte? À tous les âges, notre peau est attaquée par des virus, des bactéries ou des insectes. Le docteur Vabre a une collection impressionnante de ces bestioles pas très sympathiques. C'est aussi un homme de terrain, sachant prendre des risques face à des insectes piqueurs. Alors ici, on est dans un sous-bois, on est au printemps et c'est l'environnement de la tique. Et c'est la période à laquelle elle va s'attaquer à son hôte, va se laisser tomber sur le promeneur, va se planter dans la peau. Elle peut d'ailleurs être responsable de la transmission de maladies infectieuses. Plus tard au cours de l'année, dans d'autres environnements, dans les herbes sèches par exemple, on va rencontrer les aoutas, qui sont ces sortes de petites araignées rouges microscopiques qui vont remonter le long des jambes et occasionner des piqûres désagréables. On a par ailleurs des réactions à la salive des morsures de moustiques par exemple, ou des puces. Et là également, en fonction de telle ou telle personne, on va avoir des réactions d'hypersensibilité aux moustiques, aux puces, aux aoutas, etc. Les insectes sont sensibles à l'odeur de notre peau. Les hommes les attirent plus que les femmes. Les femmes enceintes sont plus piquées que les autres femmes. Ils préfèrent les adultes aux enfants. Si vous êtes bruyant, habillé de sombre, les moustiques vous aimeront encore plus. Les couleurs vives attireront les butineuses. Notre tique du sous-bois tombe indifféremment sur le ou la promeneuse. Il faut savoir la retirer rapidement et sa faiblesse, c'est sa tête, appelée le rostre. Pour éviter de casser le rostre, on prend une pince très fine et on prend la tique à la base du corps et on fait un mouvement de dévissement, comme avec un tournevis par exemple ou un tire-bouchon, pour retirer la bestiole. Ça c'est la borréliose, donc la maladie de Lyme dans sa phase primaire. C'est ce qui peut survenir quelques jours après une morsure de tique. Et on voit ce cercle, ce halo qui va s'élargir progressivement.
Autre cas. Voici un vidéomicroscope. Cet appareil sert aujourd'hui à observer un grain de beauté pour vérifier son intégrité. Ce vidéomicroscope sert également à visualiser un parasite qui démange, la gale. La gale, en voici une. C'est un acarien qui chemine sous la peau. Au bout du sillon, on distingue sa tête. C'est ce triangle foncé. Derrière, on devine son corps globuleux. Cette gale est très contagieuse. C'est une maladie qui est transmise par contact direct de personne à personne. Ça peut être par exemple au cours d'une relation sexuelle, mais pas obligatoirement. Ça peut être simplement quand on a été au contact avec des draps contaminés par le sarcopte. Et ça peut être entre membres d'une même famille. Et c'est pour ça qu'on a parfois des épidémies familiales. Et que quand on traite un cas de gale, il faut traiter tous les membres de la même famille en même temps. Alors, le traitement de la gale, pendant longtemps, ça a été uniquement un traitement local avec un badigeon sur l'ensemble du corps. Mais depuis quelques années, on a à notre disposition un traitement par voie générale sous forme de comprimé antiparasitaire qui est tout aussi efficace, qui est beaucoup plus pratique d'emploi, qui est très bien toléré. Et de plus en plus, on a tendance à y avoir recours en première intention. Les insectes peuvent également provoquer d'autres maladies. L'impétigo. Cette famille vient consulter pour le plus jeune de ses enfants, Nassim. Ce bébé de 7 mois souffre d'un eczéma surinfecté par de l'impétigo. L'impétigo touche particulièrement les enfants et se propage par contact entre eux. Est-ce que c'est contagieux, l'impétigo? C'est très très contagieux, absolument. Donc effectivement, il vaut mieux éviter qu'il soit en collectivité tant qu'il a sa surinfection. L'impétigo est dû à une bactérie, un staphylocoque ou un streptocoque. Son traitement comportera donc des antibiotiques par application locale et par voie générale. Nassim récupérera sa peau de bébé dans quelques jours. Voilà, et si vous sentez vous gratter à ce moment de l'émission, c'est normal, c'est nerveux, on est tous là. On vit un peu dangereusement avec tous ces insectes. Brigitte Dresneau, est-ce qu'on peut les éviter? Par exemple, est-ce qu'on peut déjà les repousser? On a aujourd'hui effectivement des répulsifs qu'on applique sur la peau et qui nous permettent d'éviter notamment les moustiques. Les moustiques, ça marche, ça. Les moustiques, ça marche tout à fait. Et les guêpes, est-ce qu'ils protègent des guêpes? On a certains produits qui protègent des guêpes, mais je dirais que c'est plus l'environnement naturel, tout simplement, tous les produits à base de citronnelle notamment, qui vont permettre d'éliminer, de repousser ces guêpes. Les géraniums, oui. Les géraniums, vous m'avez appris, hein. Il faut planter des géraniums dans son jardin. Voilà, vous aurez moins de guêpes, moins de moustiques. Alors les produits calmants, après une fois qu'on les a repoussés, mais s'ils vous piquent quand même, qu'est-ce qu'on fait? Alors la première chose, c'est de dire que la piqûre de l'insecte peut être infectée. Et donc il faut d'abord commencer par désinfecter. Avec quoi? Avec de l'alcool ou un produit. Il y a aujourd'hui des antiseptiques sans alcool. Et puis ensuite, eh bien, on peut très bien utiliser un corticoïde local ou on peut utiliser un antihistaminique. On fait toujours attention simplement de penser que ces produits peuvent être allergisants. Okay, pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui ont, pour qui c'est rien, ça passe tout de suite, et puis d'autres ça devient horrible, un énorme bouton? Alors, les petits négos? Ça s'explique parce qu'en fait, la substance qu'on libère, qui s'appelle l'histamine, qui est la substance de notre peau qui est responsable de nos démangeaisons, eh bien, elle est produite en plus ou moins grande quantité suivant les individus. Donc, plus vous allez en produire en réaction, plus vous allez faire une réaction locale importante, de l'urticaire importante. Il y a des gens à histamine et des gens à plus d'histamine ou moins d'histamine dans la peau. Exactement. Et si on se gratte, si on a envie de se gratter, on sait qu'il ne faut pas le faire, mais on a du mal à résister, qu'est-ce qu'on risque si on gratte? Eh bien, vous allez libérer davantage d'histamine, vos cellules vont être sous l'effet du grattage, vont libérer davantage d'histamine, et donc vous allez vous démanger davantage. Donc on entretient. Exactement, c'est un cercle vicieux. Il y a d'autres risques, on a parlé il y a quelques jours, une partie au mois de mai, là c'était pas des fourmis, des guêpes, c'était des chenilles. On va voir une brève partie, c'est des milliers de jeunes qui sont réunis pour danser, et mauvaise nouvelle, ils ont rencontré des chenilles, des millions de chenilles qui sont venues déranger cette fête, et certains sont trouvés comme des piqûres pas très agréables sur le ventre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter? Alors, pour les éviter, je crois que c'est tout simplement lorsqu'on est en forêt ou lorsqu'on se promène dans les zones où il y a ce type de chenilles, c'est porter des vêtements, bien sûr, éviter, avoir des bottes, des chaussures montantes. Sinon, quand vous les avez, eh bien, une fois que vous avez ces piqûres, les petites tentacules vous font produire là encore de l'histamine, et à ce moment-là, vous vous retrouvez devant de l'urticaire. C'est un peu comme les méduses, si j'ai bien compris. On change un peu de domaine, mais les méduses, c'est pareil, c'est quoi? Ces petites tentacules qui se mettent dans la peau? Exactement, ce sont des petites tentacules qui se plantent dans votre peau et qui vont libérer une substance toxique, et vous allez réagir en produisant cette fameuse histamine, et vous allez avoir donc ces réactions qui démangent beaucoup. Même si la méduse est morte, hein? Même si la méduse est morte, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait, la méduse? S'il y en a cet été sur nos plages. Alors, on ne frotte pas déjà. Vous ne frottez pas, voilà, surtout vous ne frottez pas. Ouais. Éventuellement, vous pouvez mettre du sable tout simplement pour essayer d'éliminer ces petites tentacules qui sont mises dans votre peau.
ou si vous avez par hasard du sérum physiologique, mais c'est déjà un peu plus compliqué. Dans le sac de plage, on a n'a pas toujours ça, mais ça, vous l'appliquez et à ce moment-là, eh bien, ça va faire éclater vos tentacules et vont s'éliminer. Moi, toujours avec mon petit remède de grand-mère, on me disait moi qu'il fallait faire pipi sur la peau quand on s'était fait piquer par une méduse. Alors tout le monde rigole quand je dis ça. Oui, surtout vous, je crois, non? Oui, c'est effectivement, je découvre ça. Bon, non, c'est pas une très bonne idée. Mais pourquoi pas, oui. J'ai jamais essayé, ceci dit. Écoutez, cet été peut-être, faites une expérience, vous le direz à la rentrée. Venons-en à l'acné. On a presque tous été victimes à l'adolescence, pile poil au moment des premiers émois amoureux d'ailleurs. En général, les crèmes, lotions et antibiotiques suffisent, mais quand l'acné résiste, il faut sortir l'artillerie lourde. Écoutez le témoignage de Fabien, recueilli par Cécile Moirin. Quand on voit Fabien aujourd'hui, il est difficile de croire qu'il lutte depuis 3 ans contre une acné particulièrement sévère. À 17 ans, il a repris confiance en lui, mais il garde encore le souvenir de ces énormes boutons qui le faisaient souffrir autant physiquement que psychologiquement. J'avais des gros kystes dans le dos. Ce qui fait quand je m'allongeais, ça me faisait assez mal, quoi. Donc ça m'empêchait de dormir. Je me fixais bien par dormir, mais bon, c'était assez douloureux. Son frère et sa sœur ont eu de l'acné, ont eu quelques boutons. Je ne me suis pas alarmée. Ils ont juste soigné leurs boutons avec des crèmes, enfin. Mais bon, là, on voyait tout de suite que c'était une grosse acné, quoi. J'étais complexé par rapport à ça. Donc je me regardais dans la glace, je voyais que je jouais avec mes boutons, quoi. C'est un peu lointain maintenant. Par rapport à maintenant, ça a bien changé. Si Fabien va beaucoup mieux, c'est parce qu'il suit depuis 1 an et demi un traitement assez lourd, le fameux Roaccutane. Un traitement par Roaccutane, un peu comme tu es maintenant. Il doit subir des effets secondaires importants, notamment une grande sécheresse de la peau. Mais dans son cas, c'est le seul traitement vraiment efficace et l'amélioration est flagrante. Parfait. Au niveau du visage, c'est très très bien. On a 2 ou 3 petites lésions inflammatoires qui restent, mais c'est rien du tout. L'acné est en rémission, mais elle n'est pas encore guérie. Si Fabien arrête son traitement, les boutons risquent de revenir. Sa dermatologue le met en garde, il n'en a pas encore fini avec le Roaccutane. Actuellement, là, Fabien, le traitement, tu es content du résultat? Maintenant, oui, mais il y a eu un moment où j'avais plus de boutons, mais dans ma tête, quoi, j'en avais, quoi. Et maintenant, ça va? Ouais. On est bien d'accord. On est à peine à la moitié du traitement. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est bien aujourd'hui qu'il faut qu'on arrête. Donc, tout l'été, tu vas continuer ton traitement. Ce qui va rien changer pour toi, sauf qu'il va falloir te protéger du soleil. Nos médicaments sont phototoxiques, donc il va falloir voir avec le patient, suivant l'importance de ces lésions quand on arrive à Méjoie, est-ce qu'on peut arrêter le traitement par voie générale, quel type de traitement on peut continuer par voie locale, ne plus lui donner que le soir et pas le matin pour éviter cette irritation et ce risque du soleil, et d'autre part, on va l'accompagner d'un traitement hydratant plus important pendant l'été. Fabien, qui habite au bord de la mer, va devoir éviter la plage cet été. C'est le prix à payer pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ses boutons. Du moins, c'est ce qu'il espère. J'espère qu'après, j'en aurais plus besoin. Mais ça, en même temps, j'ai un peu un doute, quoi. Je sais que c'est bien de moi, mais je sais que l'acné, ça revient à chaque fois, quoi. Donc, le temps le dira. Il a peu de soucis à se faire. 70% des acnés soignés par Roaccutane guérissent définitivement. Brigitte Dreno, Fabien a une phrase incroyable, forte. Mes boutons sont dans la tête, même si je ne les ai plus sur la peau. Ça, c'est typique de l'acné. L'acné, c'est vraiment la maladie de la peau qui retentit le plus sur le patient, sur le plan psychologique, sur le plan de sa qualité de vie. Tout simplement parce que c'est sur le visage, donc c'est dans notre relationnel, et parce que c'est le plus souvent à l'adolescence, un moment où on cherche son image de soi. C'est déjà difficile. Exactement. Il paraît, on a l'impression que les garçons sont plus touchés que les filles, c'est vrai? Non, les garçons ne sont pas plus touchés que les filles. C'est à peu près identique, simplement la sévérité de l'acné est souvent plus importante chez le garçon, notamment au niveau du dos. Ah bon, les filles ont moins de boutons dans le dos. Oui, en général moins. Mais le visage, malheureusement, c'est pareil. Eh oui, c'est pareil. Les filles ou les garçons, d'ailleurs, utilisent beaucoup de gel pour mettre dans les cheveux, pour se faire des coiffures qui vont un peu dans tous les sens. Est-ce qu'ils peuvent continuer à le faire sans risque? En pétard, c'est ça. En pétard. Voilà. Alors, quand on a de l'acné, il faut quand même faire attention, parce que souvent, le gel coule en bordure du front. C'est souvent un gel alcoolique, et l'irritation crée de
nouvelles lésions d'acné. Donc je leur dis de faire très attention à ça. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que l'acné finit quand même, en général, par disparaître au bout d'un moment. Tout à fait, c'est bien ce qu'on dit aux patients au départ. Même si chez certains, il y a des cicatrices. On a eu une question justement par Internet de David qui habite à Amiens. Alors aujourd'hui, il a 25 ans. Quand il a eu 16-17 ans, il a eu de l'acné. Aujourd'hui, il dit « j'ai des petits trous partout sur les joues ». On m'a parlé de laser CO2 pour soigner les cicatrices. Est-ce que je peux y aller sans souci? Est-ce que c'est une méthode qui fonctionne? Alors effectivement, les cicatrices sont un gros problème. C'est en général une des premières préoccupations que je vois au niveau de mes patients acnéiques. On peut leur proposer plusieurs solutions, dont le laser, qui est une solution récente. Il y a aussi des dermabrasions, des peelings. On va adapter en fait en fonction du type de cicatrice. De la profondeur. Exactement, de la profondeur notamment. Mais il y a des solutions pour tout le monde ou pas? Pas toujours. Mais il n'y a pas de miracle, je veux dire. Non, il n'y a pas de miracle aujourd'hui. On essaye de faire au mieux, on peut améliorer les choses, on ne peut pas dire qu'on va automatiquement supprimer toutes les traces. Suppression des traces, tout à fait. Alors que faire cet été si on a de l'acné? Eh bien, on a tendance à se dire que le soleil, bien, ça a des effets bénéfiques, la peau sèche, les boutons disparaissent. Seulement voilà, la joie est parfois de courte durée car en septembre, les poussées reviennent plus virulentes. Explication avec quelques images. Sous l'action du soleil, eh bien, la peau va brunir, mais en plus, la peau s'épaissit. Ça, c'est pour tout le monde. Et en dessous, les glandes sébacées, ben, elles continuent à produire du sébum. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'accumule. Et lorsque vous perdez le bronzage à la rentrée, la peau se désépaissit. Et le bouton, si j'ose dire, explose à la surface de la peau. C'est pas très élégant, mais c'est vrai, on a plus de boutons à la rentrée. Hein. Ah oui, oui, on sait très bien qu'on voit beaucoup plus nos patients acnéiques au moment de septembre-octobre. Ça veut dire que pendant l'été, il ne faut pas aller au soleil quand on a de l'acné? Ça veut dire qu'il faut y aller avec certaines précautions, avoir une crème solaire, ça veut dire qu'il faut bien hydrater sa peau et penser à mettre ses traitements actifs le soir. Et puis en parler à son médecin, hein. C'est-à-dire vaut mieux en parler avant que... Exactement, voir avec son médecin en fonction du type d'activité d'été, comment on va le gérer. Alors je suis sûr que vous pensez tous que l'acné concerne principalement les ados. Eh bien c'est faux. Écoutons Françoise. J'ai commencé à avoir de l'acné à l'adolescence. Donc j'en avais un petit peu. Et puis les années ont passé, je me suis dit que je n'allais plus en avoir. Et j'ai 50 ans maintenant et j'ai encore de l'acné. Et je suis sous traitement. Quand je regarde l'album photo, je me dis, oh là là, c'est pas possible que j'étais comme ça. J'ai eu un bouton il y a à peu près 6 mois. Donc j'ai là sur le... Et c'est surtout les boutons que j'ai eus, c'était sur les joues. Le menton aussi, là. Et puis là, ça fait 1 an à peu près que je prends le traitement, ça va déjà mieux. Et puis je me dis qu'il n'y a pas de raison, oui. Que j'ai le moral et que je vais m'en débarrasser. On lui souhaite évidemment à Françoise. Elle a eu de l'acné, j'allais dire, presque depuis l'adolescence. Il y a des femmes qui, elles, découvrent l'acné à 30, 40 ans. On en voit. Est-ce que vous le confirmez, vous, à l'hôpital? Vous en voyez beaucoup? Absolument. À l'hôpital, en consultation privée, on voit une augmentation très nette du nombre d'acné chez la femme. Ça représente aujourd'hui à peu près 20% des femmes qui ont l'acné. Et comment ça se fait? Alors on cherche, on a 2 explications actuellement. La première, c'est l'abus des soins de cosmétiques. Ça, on sait que c'est important. Oui, parce qu'on se met un premier produit le soir, un lait qu'on ne rince pas par exemple, puis ensuite on se met une crème anti-vieillissement, puis on se met ensuite une crème du soir. Le lendemain matin, on va recommencer. Et tous ces produits, en fait, vont quelque part abîmer votre peau, augmenter, finalement, stimuler vos glandes sébacées. C'est un drôle de message, ça. Il faut dire qu'il faut modérer ses soins de la peau. C'est contradictoire parce qu'on pense qu'ils vont faire du bien, ces soins. Oui, on pense qu'ils vont faire du bien, mais effectivement, il faut les modérer. Et surtout, à partir du moment où on a une acné, il ne faut pas utiliser n'importe quel type de produit. Ça, c'est un point important. Et la deuxième hypothèse sur laquelle vous réfléchissez? Alors, c'est le rôle du stress. Ça, s'il est aujourd'hui, on est dans une société où il y a de plus en plus de stress. On ne peut pas faire grand-chose, là, pour le coup. C'est difficile, la relaxation, enfin. Et il y a un lien prouvé entre la tête, je veux dire, et la peau? Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, depuis très peu de temps aujourd'hui, on a montré que dans la peau, vos cellules avaient des récepteurs à des substances qu'on appelle les endorphines que vous sécrétez au niveau du cerveau quand vous êtes stressé. Donc quand vous êtes lorsque vous êtes stressé, vous sécrétez ces substances viennent se fixer sur les récepteurs des cellules de la peau, dont les glandes sébacées, et ça favorise votre acné. Bien, alors on va essayer de rester calme. D'abord de rester calme, et ensuite de parler hygiène de la peau. Alors on va commencer par l'acné, ensuite on verra pour chacun de nous. Pour l'acné, je crois qu'il y a des produits, beaucoup, aussi bien dans les grandes surfaces qu'en pharmacie ou en parapharmacie. Par exemple, ici on a des savons, il faut bien nettoyer la peau, mais pas avec n'importe quel savon. Ils sont liquides ou solides, hein, c'est ça?
Tout à fait. Alors, ce que l'on conseille à nos patients, c'est d'utiliser ce que nous, on appelle d'un grand mot un Synday, qui est tout simplement un gel nettoyant, qui peut être sous forme solide, c'est les pains dermatologiques, sous forme liquide, comme les gels nettoyants. Et ces Synday ont l'avantage, en fait, de respecter le pH de la peau. Donc, de ne pas être irritant. L'équilibre acide. Voilà, tout à fait. Toujours ce même principe dans l'acné. Si vous irritez la peau, vous allez induire de nouvelles lésions d'acné. Alors derrière, il y a ici, ce sont des produits pour après. Des crèmes de jour. Des crèmes de jour, voilà. jour. Vous êtes plus, excusez-moi, vous êtes plus spécialiste. Anticomédogène, ça veut dire quoi? Ça empêche les comédons de se former. Ça empêche la formation des comédons. Et ça, c'est très important. Lorsque l'on a de l'acné, il est important, lorsqu'on met la crème hydratante, la crème de jour du matin, de vérifier qu'il est bien noté qu'elle est anticomédogène. Alors ça c'est marqué dessus en tout petit, on a cherché. Hein. Oui, Il faut une loupe. petit. Pour les peaux qui ne sont pas particulièrement acnéiques, quel savon utiliser pour ne pas se décaper la peau, pas l'abîmer? Soit vous utilisez, là encore, des gels nettoyants, si vous sentez que vous avez une peau un petit peu sensible, ou vous pouvez utiliser un savon naturel. On peut utiliser ça, je veux dire, ces produits-là, je veux dire, Absolument. évidemment. Mais alors, par exemple, le bon vieux savon d'une ville du sud de la France, par exemple, ou d'autres, est-ce qu'il vaut mieux privilégier ça, ou bien tous les savons qu'on nous vend en marketing, avec plein d'étiquettes, avec plein de trucs, on nous dit qu'il y a des médicaments dedans, etc. Qu'est-ce que vous conseillez à vos patients? Moi, j'en conseille le savon naturel. Il faut faire attention, dès que vous allez avoir beaucoup de produits dedans, parce qu'à partir de ce moment-là, vous risquez d'avoir un produit irritant et d'abîmer votre peau. Oui, on prend plus de risques qu'on aura de bénéfices. Exactement. Mais on va les acheter à la pharmacie ou en grande surface, ces produits pour nettoyer la peau? Alors, vous pouvez les acheter en grande surface à partir du moment où c'est un produit naturel. À partir du moment où vous souhaitez avoir un conseil derrière, vous allez en parapharmacie ou en pharmacie. Et le gel douche, on voit aussi des savons qui font à la fois shampoing et savon pour le corps. Ça, c'est relativement risqué pour la peau, tout simplement parce qu'ils contiennent beaucoup de tensioactifs, parce que les tensioactifs, ce sont des produits qui vont essayer un petit peu de ressortir de votre peau tout ce qui est les molécules qui sont abîmées, tout ce qui est un peu les saletés de votre peau. Mais ils sont à partir de ce moment-là beaucoup irritants pour votre peau. Donc ça, il faut éviter de le faire. On ne soigne pas sa peau de la même manière qu'on se nettoie les cheveux. Hein. Exactement. Vaut mieux. Alors, si les acnéiques doivent fuir le soleil, on l'a vu, ou en tout cas s'en préserver un petit peu, d'autres le rechercheront cet été. Ce sont les 3 millions de Français atteints de psoriasis, une maladie qui n'est pas contagieuse, mais avec laquelle il n'est pas toujours facile de vivre. Alors, qu'est-ce que le psoriasis? Nouvelle petite explication. Que se passe-t-il? Eh bien, suite à un dérèglement des défenses immunitaires de notre épiderme, bien, notre peau se sent comme si elle était agressée. Alors, que se passe-t-il? Des globules blancs arrivent à la rescousse comme s'il fallait cicatriser une plaie qui n'existe pas. Cela provoque une inflammation, ce que vous voyez en rouge, et une multiplication anormale de cellules inutiles qui forment cette croûte donc rouge. Celle-ci va devenir tout simplement blanche au fur et à mesure que les cellules vont mourir. Hein. Alors le problème, c'est que le psoriasis peut être très localisé au coude, aux mains, et dans ce cas-là, c'est moins grave. Hein. Ça reste limité, donc on peut à ce moment-là effectivement utiliser des traitements locaux, c'est-à-dire en fait des crèmes ou des pommades pour traiter le psoriasis. Il y a plusieurs crèmes. Qu'est-ce que c'est, ces crèmes? Alors, il y a des crèmes qui sont des dérivés de la vitamine D, des crèmes qui sont des dérivés de la vitamine A, il y a les corticoïdes. Ensuite, le choix se fait avec votre dermatologue qui discute avec vous pour voir quel est le traitement le plus adapté. Oui, enfin, c'est pas si simple. Moi, je l'ai déjà dit dans cette émission, j'ai eu du psoriasis. Il a d'ailleurs complètement disparu. Ça arrive qu'il disparaisse complètement brutalement? Ça arrive qu'il disparaisse. Hein, oui. Bon, mais sinon, j'ai tout essayé avant et rien n'y faisait. Comment ça se fait? Je l'appliquais mal ou je m'en sortais mal? Non, c'est tout simplement que le psoriasis est une maladie chronique. Et donc, tant que vos cellules sont stimulées, tant que votre système immunitaire est stimulé, eh bien, vous allez avoir tendance à avoir du psoriasis jusqu'au moment où, effectivement, ça va se calmer. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas se gratter, mais c'est ce que c'est très très bien. La personne qui est avec vous, Sophie. Oui, je suis avec Dalila, une jeune femme qui est vice-présidente de l'association pour la lutte contre le psoriasis, dont d'autres membres d'ailleurs sont à vos côtés. Alors vous, Dalila, vous avez eu du psoriasis à partir de quel âge? À partir de l'âge de 12 ans. Ça a été spectaculaire? Non, pas quand ça a débuté, parce que c'était uniquement sur le cuir chevelu. C'est ma mère qui l'avait découvert en me coiffant. Et ça a été spectaculaire à partir de l'âge de 15-16 ans, où là, ça s'est généralisé sur le corps et le visage de manière assez prononcée. Comment vous l'avez vécu à ce moment-là? Très mal, forcément, surtout à cet âge-là. C'est-à-dire que, sans laisser paraître, par contre, aux gens qui m'entouraient, c'était plutôt quelque chose que je gardais pour moi. Donc vous habilliez voilà, j'étais la reine du camouflage, la parade. Je savais comment faire pour le cacher au mieux, qu'il fasse 30 ou 10. C'est vrai que vous passiez l'été avec des manches longues, avec des pantalons? Voilà, des choses légères, mais plutôt voilées, transparentes. Des choses pour faire en sorte que ça ne se voit surtout pas, en tout cas. Et vous avez eu des réflexions sur votre peau? Vous posez des questions? On m'a toujours posé la question, parce que sur le visage, même si on essaie de le camoufler, ça se voit toujours un moment. On trouve toujours une petite excuse. Oui, je suis partie en vacances, ça a débronzé, même au mois de février. Je suis partie en week-end. Enfin, il y a toujours un petit truc pour
pour faire passer la pilule sans passer tout le temps par l'explication, parce qu'on n'a pas toujours forcément envie d'expliquer ce que c'est. Et le mot psoriasis fait peur souvent aux gens. Les gens ont peur de la contagion, alors que bon, ça ne l'est absolument pas. Et c'est vrai que ça génère quand même une certaine méfiance vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas du tout la maladie. Ouais. C'était une obsession pour vous, cette Pour moi, ça l'a été, oui. Alors, tant que ça a été une obsession, c'est impossible d'en guérir, comme vous. Effectivement, parce que j'étais obnubilée par faire disparaître au mieux, et malgré les traitements, notamment les dérivés de la vitamine A, D, les corticoïdes, rien n'y faisait. Enfin, ça améliorait plus ou moins, mais dès l'arrêt des traitements, ça récidivait d'autant plus, donc c'était une catastrophe. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, parce qu'il y a eu d'abord plusieurs phases en fait. Il y a eu d'abord une très bonne information que j'ai trouvée d'ailleurs dans cette association quand j'ai connu, donc sur ce qu'était exactement la maladie. Il y a eu une compréhension. Ensuite, j'ai eu aussi le passage de l'acceptation de ma maladie, parce que je ne l'acceptais pas avant et ça ne m'aidait pas du tout à guérir. Donc je pense que c'est un passage très important pour chaque patient d'accepter d'être malade, puisque finalement c'est chronique, ça ne partira pas. Et donc tant qu'on ne l'a pas accepté, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en sortir en fait. En tout cas, c'est vrai que ce que dit Dalila, Brigitte Dresneau, c'est que quand on comprend, qu'on accepte, et bien finalement, on a moins de plaques aussi, on le vit mieux. Absolument, je crois qu'il y a deux messages importants. C'est l'acceptation de sa maladie, ça c'est fondamental pour la réponse au traitement. Et je crois que vous l'avez très bien dit, ça on le voit très régulièrement avec nos patients, la difficulté de faire accepter aussi sa maladie aux autres. On est souvent vécu comme étant quelqu'un de contagieux, je pense notamment au psoriasis des mains. Et donc, je pense que c'est deux éléments très importants dans la vie du psoriasis. Et puis, il faut bien le dire, il y a des cas difficiles et des cas encore plus difficiles. En fait, il y a toute l'échelle. Or, voici enfin des solutions avec l'arrivée de nouveaux médicaments. Une bonne nouvelle à l'approche de l'été, où il n'est pas toujours facile de se mettre en maillot de bain à chaque type de psoriasis. Aujourd'hui, son traitement, nous explique Géraldine Zamanski. Qu'il fasse gris ou grand bleu sur la croisette, Sophie garde ses manches longues et son pantalon. C'est pour cacher les quelques plaques de psoriasis qui résistent encore à son nouveau traitement. Après des années d'aggravation, Sophie va mieux, mais même avec Jeff, difficile de quitter sa tenue de camouflage pour descendre sur la plage. Elle avait des croûtes épaisses de partout sur le corps, surtout au niveau des coudes. C'était vraiment des croûtes, on va dire, de 1 cm d'épaisseur. C'était beaucoup, ça faisait des croûtes épaisses, assez épaisses. Et là, depuis qu'elle a la pommade, il y a une nette amélioration. Ben, quand je mets de la pommade, le lendemain, ça s'améliore déjà. Et l'été, je mets pas beaucoup de pommade, j'en mets pas. C'est plutôt le soleil qui me soigne. Elle a le sourire, elle est contente. Elle me dit, on va à la plage, on sort. C'est vrai qu'elle est plus rayonnante l'été que l'hiver. C'est bien le soleil qui a déjà débarrassé le visage de Sophie de ses plaques rouges, car les ultraviolets, les UV, réduisent l'inflammation du psoriasis. Et pour des psoriasis plus étendus, comme celui de Jacques, il y a même la cure d'UV au CHU. Des UV ultra modernes, une sélection d'UV B. Au fil du renouvellement des cabines, il remplace les UVA, l'ancienne Puvathérapie. Résultat, plus d'efficacité avec moins de risques et surtout, pour Jacques, une nouvelle vie. Les séances d'UV associées à des comprimés ont presque tout effacé. Ça fait 30 ans que je développe cette cochonnerie, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Les gens vous regardent naturellement, c'est pas quelque chose qui est ragoûtant, hein. Ce sont des plaques rouges qui desquament. Les gens sont toujours à retirer, on regarde, pose des questions, qu'est-ce que tu as là pour les gens qui ne connaissent pas, mais pourquoi tu ne te soignes pas? Toujours expliquer que c'est un vrai problème de fond et qu'à ce jour, jusqu'à présent, il n'y avait pas de traitement. Je suis ravi. Et aujourd'hui, il existe même 2 autres traitements pour des psoriasis encore plus sévères que celui de Jacques. Il s'agit du méthotrexate, créé à l'origine pour traiter certains cancers, et de la cyclosporine, utilisée au départ pour les greffes d'organes, de véritables armes lourdes. Les traitements ont une bonne efficacité, mais presque tous ont une certaine toxicité. Donc la logique veut qu'on s'arrête longtemps avant les ennuis, on prend un espace de sécurité et en passant d'un traitement à l'autre, comme ça on peut traiter un patient au long cours, parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, dans l'état actuel des connaissances, c'est une maladie de la vie. Justement, après 17 ans de psoriasis, Catherine n'avait plus de traitement qui soit à la fois efficace et supportable. Alors elle participe au test de la dernière génération de molécules, de nouvelles façons d'attaquer la maladie. La recherche nous a donné de plus en plus de cibles thérapeutiques pour le psoriasis,
ces cibles sont maintenant en pleine exploitation. Et c'est vrai que maintenant, pour nous, c'est un vrai plaisir. Bon, on a des produits puissants avec des modes d'action innovants. Et pour beaucoup d'entre eux, ils donnent des bons résultats. Et ces nouveaux traitements arrivent effectivement sur le marché. L'un, l'Ambrelle, vient cette fois de la polyarthrite rhumatoïde. L'autre, le Raptiva, est une vraie création pour le psoriasis. C'est celui de Catherine. Il est fin prêt avec le kit d'injection à faire soi-même. Mais attention, ce sont donc des stratégies dites biologiques qui agissent sur le système immunitaire. C'est des traitements à utiliser avec prudence, avec une surveillance. C'est pas un psoriasis avec une petite plaque qu'on peut donner ce type de traitement. Ça sera vraiment dans le psoriasis très sévère, dans ce type de psoriasis où la surface cutanée atteinte est importante, où il y a un grand retentissement sur la qualité de vie. J'avais des plaques très rouges et très épaisses, et surtout le corps. Ça partait du visage jusqu'aux pieds. Et petit à petit, en fait, les plaques ont été diminuées et se sont éclaircies, et de haut jusqu'en bas, et jusqu'à quasiment plus rien. C'est vraiment des très bonnes nouvelles. Ces nouveaux médicaments étaient très attendus par tous ceux qui sont atteints de psoriasis, c'est important, mais quand est-ce qu'on les aura? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'ils vont pas tous, j'imagine, tout soigner quand même? Alors, quand est-ce qu'on va les avoir? Eh bien, tout prochainement, dans les prochains mois, ils vont arriver en France et ils vont être consacrés, comme on vient de le voir, au psoriasis sévère. On peut espérer effectivement aux alentours de 50-60% de psoriasis sévère qui pourront être améliorés par ces nouveaux traitements. C'est considérable déjà. Hein? C'est déjà considérable, surtout dans une forme de psoriasis qui atteint beaucoup la qualité de vie. Ouais. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il n'y a pas des médicaments dans le traitement du psoriasis. Ce qui est important, j'allais dire, c'est presque la relation entre le médecin et son patient. Une sorte de confiance qui doit s'établir. Je dirais que ça fait clairement partie de l'ordonnance du patient. Et on a besoin, en fait, au départ, d'établir cette relation de confiance. C'est vraiment une relation de confiance qui doit s'établir entre le médecin et le patient. Et si elle existe dès le départ, on a déjà, je dirais, plus de 30% du traitement qui marche. Alors, le soleil, il améliore le psoriasis, mais en revanche, tout le reste, pour tous les autres, eh bien, il est malgré tout, et même pour ceux qui ont du psoriasis ailleurs, c'est un danger quand on en abuse. Alors, quelle crème solaire on va utiliser? Et il faut dire, il y en a beaucoup, et puis surtout, on est un petit peu paumé dans toutes les annotations qu'il y a. Comment on s'y retrouve? Alors déjà, on en a pris quelques-uns ici. On voit des indices 30, 40, 50, 60, 60 plus. On n'a pas 80, 90. On s'y perd. Jusqu'où ça va monter? Alors la bonne nouvelle, c'est que la réglementation va changer et que donc on aura les indices 50 plus et on n'ira plus au-dessus. Terminer la course aux indices les plus élevés, ce sera un seul indice 50 plus. Ça correspond à quoi alors cet indice? C'est en fait les crèmes solaires les plus protectrices, c'est-à-dire celles que l'on va utiliser pour tous les patients qui ont une peau claire, qui sont particulièrement sensibles au soleil. Et un indice 30-40, ça veut dire quoi? Ça correspond à quelle protection? C'est une protection qui est idéale, je dirais, pour un phototype moyen, phototype comme on est en majorité en France. C'est la protection idéale pour l'été. Et il protège contre quel type d'UV? Alors ça, c'est une information qui est importante, c'est qu'une crème solaire doit protéger contre les UVB et les UVA. Et ça doit être marqué sur le produit. Ça doit être marqué sur le produit. Et le gros chiffre que vous voyez en premier au niveau de la crème, voilà, eh bien en fait c'est le chiffre vis-à-vis des UVB. C'est l'indice de protection vis-à-vis des UVB. Et en regardant bien, en dessous, vous devez trouver un indice vis-à-vis des UVA. Et si on ne trouve pas ces chiffres, on n'achète pas le produit. Il faut mieux en tout cas le vérifier auprès de votre pharmacien, effectivement. Alors on a autour de nous des étudiantes du centre de formation professionnelle de la pharmacie de Paris qui ont des questions aussi à poser sur les crèmes. Vous allez voir, il y en a plein parce qu'on se pose tous des questions. Alors allez-y mademoiselle. Bonjour, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il est nécessaire de prendre des gélules avant l'exposition au soleil? Quand vous parlez de gélules, je pense que vous parlez en fait de molécules qui sont des antioxydants, le bêta-carotène, le sélénium, voilà ce type de gélules. Alors vous pouvez tout à fait les prendre, ça vous aidera un petit peu vis-à-vis de tout le système de défense qu'on a de la peau, qu'on appelle le système antiradicalaire, vous allez le renforcer. Mais attention, ça ne doit pas vous empêcher d'avoir la crème solaire, voire à certains moments de la journée le t-shirt. Et le moment de prendre ces gélules, c'est... Il est mieux que vous les commenciez en général un mois avant, de manière à ce que votre peau puisse s'imprégner. D'accord, merci.
Est-ce qu'il est bon de préparer sa peau au soleil en cabine UV? Les fameuses cabines La grande UV. mode, il y en a partout, à tous les coins de rue. Voilà, c'est une question. En fait, vous prenez des UV, vous envoyez des UV sur votre peau, et donc ce terme de préparation de la peau au soleil n'a pas de support scientifique pour nous. Vous ne protégez pas davantage votre peau du soleil. Donc il ne faut pas y aller. Attendez, ça va à l'encontre des publicités qu'ils font. Hein. Absolument. Je suis désolée, mais j'assume ma position de dermatologue. Oui, c'est pour ça que je souligne, excusez-moi. Et donc, non, il faut absolument la protection, c'est votre crème solaire et votre t-shirt. Alors une autre question, que des dames. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que toutes les peaux réagissent de la même façon? Alors, toutes les peaux ne réagissent pas de la même façon. Effectivement, on a ce que j'appelle le phototype, c'est-à-dire qu'on a des peaux qui sont très claires. Il y a des personnes qui ne bronzent pas, le sujet roux. Il y a des personnes blondes qui bronzent, mais en général après un coup de soleil, jusqu'à des personnes, ce qu'on appelle le type méditerranéen, qui bronzent très vite. Et donc, votre crème solaire, vous allez choisir votre coefficient en fonction de votre type de peau. Sur la crème solaire, on dit qu'il faut la mettre régulièrement. Quand on est sur la plage ou quand on se balade, régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le filtre chimique disparaît de votre peau dans les 2 à 3 heures. Donc, il faut le renouveler. Et pour les enfants? Alors, pour les enfants, c'est Ils se baignent tout le temps. Alors, on leur met un t-shirt. Mais simplement pensez à une chose. Quand votre t-shirt est mouillé, il laisse davantage passer l'UV. Donc, attention. Et puis il y a quelque chose qui m'énerve, c'est quand on voit les parents qui sont abrités, etc. Ils laissent leur petit gamin de 2 ans partir au soleil sans rien, alors que c'est à cet âge-là qu'on prend plus de risques, non? Exactement. C'est les coups de soleil de l'enfance, les mélanines de demain. Le conseil quand même, c'est de ne pas aller au soleil entre midi et 16h et quand on y va, de mettre de la crème. Non seulement mettre de la crème entre midi et 16h, mais sincèrement, la meilleure protection, c'est le vêtement. Oui, mais enfin, bref, de ne pas y aller à cette heure-là, quoi. De ne pas s'installer 8 heures de suite. Voilà, l'écran total n'existe pas, on peut dire ça aussi. Non, hein. l'écran total n'existe pas. Et quand on pense soleil vacances, on pense à la plage, mais on prend le soleil dans beaucoup d'autres circonstances et on ne pense pas forcément à se mettre de la crème. Alors ça, c'est une excellente question, car souvent, je pose la question à mes patients, mais c'est pas de problème, je mets la crème quand je suis sur la plage, et je leur dis quand vous êtes dans votre jardin, quand vous êtes en train de faire votre pelouse, ils me répondent, ah ben non, là, je ne suis pas au soleil. Si, on est exactement pareil au soleil, ça c'est sûr. Le dos nu dans son jardin, on est au soleil. Donc, on met soit un vêtement, soit une crème solaire. Et les crèmes hydratantes après le soleil, c'est bien? Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a un phénomène d'assèchement qui se produit de toute façon de la peau, donc hydrater sa peau après le soleil, c'est une très bonne mesure. Comme tout au long de la vie, en fait. Hein. Exactement. Voilà. On l'aura compris, en tout cas, se protéger du soleil, c'est la meilleure façon d'éviter d'avoir un cancer de la peau. L'incidence des mélanomes double tous les 8 ans, 1000 morts par an, 8000 nouveaux cas chaque année. Voilà pour les cancers les plus graves. Il existe une autre forme qui touche surtout les personnes âgées, ce sont les carcinomes. Un reportage signé Valérie Garot. Incontournable, inévitable, la peau vieillit. Un vieillissement qui se voit. D'abord, la peau prend une couleur jaunâtre, elle devient plus épaisse, puis ce sont les rides et enfin les taches brunes. Un vieillissement plus ou moins rapide selon les individus. Quelqu'un qui a la peau, par exemple, fine, très fine, qui a une peau très claire, les yeux bleus, a probablement plus de risque de vieillir rapidement si la personne, bien sûr, se met au soleil de façon excessive, qu'une personne, par exemple, qui a une peau épaisse, la peau un peu désagréable à 18 ans, acnéique et épaisse, finalement va mieux vieillir que la peau très fine et très lisse à 20 ans. On a eu des rides assez jeunes. Là, on dit que c'est parce qu'on a la peau sensible, la peau fine. À 73 ans, Lucie doit prendre soin de sa peau, car avec l'âge, l'épiderme devient si fin que le moindre choc peut avoir des conséquences. Au moindre traumatisme, cette partie superficielle de la peau va se décoller. Vous allez avoir des hématomes. Vous allez vous faire des blessures, des petites cicatrices, vous allez avoir des petits boutons sur la peau. Enfin, il y a tout un tas de petits inconvénients qui ne sont pas des gros inconvénients, mais qui vont entraîner un inconfort. Je pense qu'il ne faut pas se laver plus d'une fois par jour. Et se laver avec un produit qui ne dégraisse pas trop la peau. Il faut laisser quand même un petit peu de... Je vous l'ai dit, les personnes âgées ont souvent la peau sèche. Il ne faut pas qu'elles assèchent totalement à leur surface cutanée. Plutôt qu'un savon, moi je préfère un pain sur drap. Mais il y a un moyen radical de lutter contre le vieillissement de la peau. Retarder l'apparition des rides, c'est de maîtriser l'ennemi numéro 1, le soleil. Les gens exposés longuement aux rayons ultraviolets verront tous leur peau vieillir précocement. Les
gens qui ont travaillé à la campagne, par exemple, qui étaient habillés au cours de leur travail, eh bien, ils ont la peau du visage toute ridée. Ils ont souvent la peau d'ailleurs de la nuque aussi très épaissie, ridée. Ils ont les mains ridées avec des taches grises. Enfin, on pourra parler des signes du vieillissement. Toute ma vie, j'ai resté à la campagne et j'étais dehors. J'ai vécu dehors, surtout l'été. On amenait les vaches au champ, les faire manger dans les champs. On était au soleil, on ne faisait pas attention, vous savez, il n'y avait rien. Ah si, des chapeaux de paille, mais c'était pas... Élise a 85 ans. Depuis qu'elle est enfant, sa peau a dû constamment lutter contre les effets du soleil. Des effets cumulatifs des rayons ultraviolets qui pénètrent en profondeur dans le derme, où ils détruisent les fibres collagènes. Conséquence, les rides apparaissent. Le soleil ne se contente pas d'accentuer le vieillissement de la peau, il favorise également l'apparition de carcinomes cutanés. Ce sont des cancers de plus en plus répandus sur la peau des personnes âgées. Oui, oui, j'ai des cancers de la peau qui me vient à la figure. Dans les cellules de la peau se trouvent des molécules d'ADN composées de 2 brins identiques. Dès que les rayons UV provoquent une lésion, ici en rouge, des protéines s'agglutinent sur la partie endommagée et la coupent. Puis, d'autres protéines prennent le relais, elles copient le brin sain pour le mettre à la place de la partie éliminée. Mais quand les UV causent des lésions trop nombreuses, les protéines sont débordées, elles ne peuvent pas tout réparer. Ces erreurs, elles n'ont pas beaucoup de conséquences, comme souvent les erreurs. Mais quand ces erreurs se répètent, eh bien à un moment donné, il y a une transformation qui se produit et un cancer qui va apparaître. S'il est traité dès l'apparition des premières lésions, le carcinome basocellulaire sera éliminé. Il existe plusieurs traitements, dont la cryochirurgie. La séance débute par une échographie qui repère l'étendue de la tumeur. Ici, la tache noire sur l'écran, avant d'être neutralisée grâce à la cryochirurgie. Vous sentez encore quelque chose? Un peu. Cette technique détruit les cellules malignes avec une température qui descend à moins 190 degrés. On obtient un glaçon. C'est bon. Donc, c'est parfait. Et c'est fini. Si le carcinome basocellulaire est un cancer qui ne donne pas de métastases, il faut néanmoins le traiter, sinon il ne cessera de s'étaler sur la peau. Voilà, ces charmantes dames que vous retrouverez d'ailleurs dans Santé Magazine. Est-ce que elles étaient moins informées que les jeunes aujourd'hui? Est-ce que du coup les jeunes aujourd'hui auront moins de cancer de la peau plus tard, à votre avis qu'elles? Absolument pas, parce qu'on s'expose de plus en plus jeune au soleil et de plus en plus longtemps. Donc finalement, encore plus de risques aujourd'hui. Exactement. D'où l'importance d'en parler, de faire attention. On va essayer d'apprendre, non pas à se transformer en médecin, mais en tout cas d'apprendre à reconnaître les dangers en regardant un peu plus près ces grains de beauté, voir comment ils se transforment, comment ils changent de couleur, de forme. On va commencer par le cancer basocellulaire, dont on parlait dans le reportage, alors avec une photo d'un nez et d'un vilain petit bouton. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce bouton? Voilà, alors vous avez juste au centre une petite élevure, un petit gonflement qui s'est formé petit à petit avec une croûte. Simplement la personne l'a gratté, ça induit ce petite croûte noire que vous voyez, et c'est typiquement le basocellulaire. Donc là, il faut aller chez le médecin quand on a... Voilà, dès que l'on a cette petite élevure qui a tendance à saigner, former une croûte, il faut aller chez le médecin. Enfin, c'est un cancer, mais pourtant on n'en meurt pas parce que globalement il ne métastase pas, c'est ça hein? Il ne métastase pas, tout à fait, mais néanmoins il faut l'enlever parce que sinon il va s'étendre et ça sera difficile à enlever sur le nez. On va voir une deuxième photo qui correspond cette fois-ci à un cancer spinocellulaire, pardon. Voilà, donc là c'est une autre forme de croûte, si on peut dire. Voilà, c'est une autre forme de croûte, le spinocellulaire qu'on appelle maintenant le carcinome épidermoïde. Ce sont en fait des croûtes qu'on a au départ très souvent sur le dos des mains, les avant-bras. On les enlève, elles reviennent, petit à petit elles vont saigner, et puis un beau jour elles vont s'épaissir, comme on le voit là, et ça y est, c'est le carcinome épidermoïde qui s'est développé. Avec des professions plus à risque que d'autres? Les professions exposées au soleil, je pense notamment aux agriculteurs, je pense aux marins. L'exposition chronique au soleil favorise ce type de cancer. Avec l'âge, c'est plus la personne âgée? Tout à fait, ce sont plus les personnes âgées au-delà de 60 ans chez lesquelles on voit ce type de cancer. Et là, c'est plus dangereux parce que ça métastase. Exactement, ça peut donner notamment des métastases ganglionnaires. Bien, mais c'est moins grave quand même que le suivant, qui est le mélanome. Qui est le plus redoutable. Alors le mélanome, justement, on va commencer par regarder d'abord un grain de beauté qui nous paraît, Laurent et moi, tout à fait normal. Mais bon, on n'est pas médecin. Et alors vous, en revanche, là, vous êtes inquiète quand vous voyez ça. Voilà, moi je l'aime pas, ce grain de beauté, parce que quand on regarde les bords, ils sont irréguliers. Et quand on regarde sa couleur, vous voyez qu'il y a plusieurs types de bruns.
Et en plus, il est d'une certaine taille, il mesure certainement plus de 5 mm. Et pourvu que la personne vous signale que ces modifications de couleur, de forme sont récentes, alors c'est le signe, c'est vraiment le feu rouge qui s'allume et il peut enlever ce type de grain de beauté. Et puis on a l'impression qu'il pousse un peu dans plusieurs sens. Hein. Exactement, comme des pseudopodes. Des pseudopodes, c'est-à-dire des pieds. Je parle souvent d'une tache d'encre qui s'étale sur un buvard. C'est comme ça que je parle à mes malades. Et donc là, c'est urgent, là. Voilà, là, il faut aller voir un médecin et qui vous l'enlèvera. Et sinon, on a la photo suivante. Hein. Bien sûr, on arrive au stade d'après, et qui va être là, la formation d'une tache noire, enfin d'un bouton noir sur le grain de beauté. Et voilà, le mélanome est arrivé. Vous aviez au départ simplement la tache marron, ça aurait été facile de l'enlever. Et là, bien, le mélanome s'est développé sur ce grain de beauté. Et le mélanome se développe forcément sur un grain de beauté? Non, ça ne représente que 20% en fait des mélanomes. 20% des mélanomes se développent sur un grain de beauté, les autres surviennent spontanément en peau saine. On va voir l'image. C'est une tache noire qui apparaît sur la peau directement, hein, c'est ça? Exactement, c'est une tache noire qui apparaît, qui se développe en général assez rapidement, hein, souvent sur 2-4 mois seulement. Et puis voilà, vous avez ce mélanome. Donc toute grain de beauté qui apparaît notamment après 30 ans, tache brune, eh bien il faut penser à la montrer à son médecin. Ça peut être rien. Bon, très bien, mais ça peut être un mélanome. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Vous le retirez, bien sûr? Bien sûr qu'on le retire. Et le problème, quand on est au stade de mélanome, on fait quand même on enlève la lésion en laissant tout autour une marge de 2 cm de rayon. Donc on fait des gros trous. Et on doit essayer de contrôler ensuite et d'observer les métastases, j'imagine? Exactement. Il y en a ou pas? Ça peut aller très vite. Voilà, et ça peut aller quelquefois très vite, le mélanome, en particulier le mélanome du jeune. On sait aujourd'hui que c'est le cancer qui tue le plus chez l'homme jeune. Alors, justement, on a été très vite à montrer ces photos, on a été à la télévision, mais justement, pour en savoir plus, vous trouverez dans Santé Magazine de ce mois, notre partenaire, un article complet, et là, vous aurez le temps à tête reposée de regarder toutes les photographies, non pas pour vous transformer en médecin, là encore, mais au moins pour peut-être vous donner au besoin l'envie ou le déclic d'aller consulter un dermatologue. Et puis un dernier mot peut-être sur le vaccin contre le mélanome. Vous l'utilisez chez vous, alors c'est pas n'importe quel vaccin, il faut le préciser. Tout à fait, ce sont des vaccins qu'on utilise chez les patients qui sont atteints de mélanome, qui pour l'instant sont encore à un stade assez avancé de la maladie, mais ce n'est pas un vaccin qu'on utilise en prévention de l'apparition du mélanome. C'est un vaccin médicament. C'est un vaccin médicament et qui est encore au stade de la recherche clinique aujourd'hui. Il semble prometteur malgré tout? On espère, en tout cas, on base beaucoup d'espoir sur ce type de traitement. Alors la peau est une barrière de protection, elle régule aussi la chaleur du corps grâce à un mécanisme indispensable, la transpiration. Mais pour ceux qui transpirent trop, cela devient vraiment gênant. Heureusement, de nouveaux traitements permettent d'en venir à bout. Explication avec Valérie. Quand on a la réponse immédiate du corps, la sueur, un peu quand il fait un peu chaud, et attention, si vous transpirez à grosses gouttes, c'est un signal d'alerte. Vous devez absolument vous mettre au frais. La sueur, c'est-à-dire beaucoup d'eau et un peu de sels minéraux, est fabriquée par les glandes sudorales. On en compte entre 3 et 5 millions. Elles sont réparties sur tout notre corps. Elles entrent en action sur ordre du cerveau quand la température du corps augmente. Car la transpiration permet de brûler des calories. Ouf, ça rafraîchit. Processus vital de protection, la transpiration devient parfois excessive, même exagérée. Environ 3% de la population souffre de ce handicap, l'hyperhydrose. On peut considérer ça comme un défaut, parce que le but principal n'étant pas une thermorégulation, n'étant pas de faire baisser la température, c'est la manière dont la personne va réagir, pour des raisons mystérieuses, le plus souvent à des situations de stress. L'hyperhydrose, le plus fréquemment, touche les aisselles ou les mains, plus rarement les pieds, et puis quelquefois d'autres régions. Il y a des gens qui transpirent du tronc, des régions génitales, enfin, c'est déjà plus marginal. L'hyperhidrose est hyper tabou. Nous avons rencontré Clara, 27 ans. Depuis son adolescence, elle a appris à vivre avec des mains qui deviennent subitement très humides à la moindre émotion, comme aujourd'hui. L'interview déclenche un stress, les mains de Clara sont trempées. Là, ce qui se passe, c'est que je sens énormément d'eau dans mes mains, que je ne peux absolument pas contrôler. Et même si là, je vais m'essuyer les mains, je sais très bien que ça va revenir. Et j'ai beau mettre déodorant, crème, etc., ça passe pas. Je trouve ça très très désagréable de prendre mon bébé, d'avoir les mains moites. Et à certains moments, quand mon mari est là, je lui dis prends-le. J'ose pas le garder dans les bras. Qui dit transpiration excessive dit plus de mauvaises odeurs. La sueur en elle-même ne sent rien.
C'est en fait sa dégradation au contact des microbes et bactéries qui se trouvent à la surface de la peau qui génère l'odeur. Première arme pour lutter contre la transpiration, les déodorants. Ils s'attaquent aux bactéries, donc moins d'odeur. Deuxième possibilité, les antiperspirants qui réduisent, eux, la quantité de sueur sécrétée, donc moins d'odeur. Dans la majorité des cas, déodorants ou antiperspirants ne suffisent pas à maîtriser l'hyperhidrose. Il reste toutefois d'autres solutions. L'étape d'après, pour ce qui est des mains et des pieds, c'est l'ionophorèse, donc un traitement local où 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, on met ses mains dans un bac dans lequel passe un petit courant qui réduit la quantité de production de sueur. Au fil du temps, l'ionophorèse est de moins en moins efficace. Alors quand on a tout essayé, que faire? Depuis 2003, il existe un nouveau traitement pour les aisselles, des injections de toxines botuliques, autrement dit le Botox. Cela consiste en une vingtaine d'injections sur chaque aisselle à 0,3 mm de profondeur, donc très en surface. La toxine vient court-circuiter localement le message émis par le cerveau qui commande le fonctionnement des glandes sudorales. Résultat, plus de sueur. Ça marche. Donc 90 à 95% des cas. Ça serait efficace à peu près combien de temps sur la longueur? En moyenne 5 à 6 mois. Prise de la transpiration qui n'est pas immédiatement très importante et qui ne revient pas toujours aussi importante qu'avant. Des essais thérapeutiques avec le même procédé sont en cours pour traiter l'hyperhidrose des mains. Les mains où l'excès de transpiration devient un handicap majeur à la communication entre les humains. Si on revient à la transpiration normale de vous et moi, si je peux me permettre, on utilise tous l'été des déodorants. Tous contiennent de l'aluminium, ce que j'ignorais. Et on voit ici et là des études ou des publications indiquant qu'il y a un risque accru de cancer du sein quand on utilise un déodorant. Ça fait quand même peur. Alors, il y a essentiellement une étude qui a soulevé le problème, qu'on a bien revu, qui a des problèmes de méthodologie. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on surveille, mais on ne peut pas conclure qu'il y a un risque formel. Donc on continue à acheter un déodorant et à le mettre tous les jours. Pour l'instant, il n'y a pas de raison scientifique suffisante pour l'interdire. Parce que c'est quand même l'aluminium qui est le principe actif. Hein. Donc si on le retire, il n'y a plus de déodorant. Hein. Et voilà, il faut partir sur d'autres principes. Dites-moi, quel est le conseil pour passer un bon été, pour ne pas prendre trop de risques d'avoir un mélanome, mais il faut quand même être un petit peu coloré, bronzé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous pouvez faire comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire préparer éventuellement votre peau en utilisant du bêta-carotène, mais ce que vous pouvez surtout, c'est emmener votre crème hydratante, emmener votre protection solaire, et vous n'oubliez pas votre t-shirt. Voilà, et puis garder une bonne hygiène de la peau tout au long de l'été. Exactement. C'est pas parce que c'est l'été qu'il faut s'oublier ou s'abandonner un peu. Non, pas du tout, au contraire, elle est agressée là pour l'été. Et on comparera nos bronzages à la rentrée. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, professeur Brigitte Dresneau, d'avoir accepté ce jeu des questions et des réponses. Informations complémentaires adressées sur notre site internet france2.fr. Merci de nous avoir été fidèles toute cette année. On se retrouve, Sophie et moi, avec toute l'équipe de Savoir Plus Santé début septembre. Et d'ici là, passez tous un très bon été, bien sûr, en pleine santé. Voilà, et bonne fin d'après-midi à tous. François de Closets part à la chasse au trésor à Rennes-le-Château et à Gisors. Les Templiers auraient fait partir de mystérieux chariots chargés d'or. Le Seigneur s'est mis à faire des fouilles et à chercher. Ça peut durer des années, une chasse. Les grandes énigmes du passé dans un instant. Demain, Michel Drucker reçoit le ministre de la Culture et de la Communication. Quelqu'un qui peut être une des figures politiques marquantes des années à venir. À 13h45, Renaud Donnelieu de Vabre se livre en compagnie de Carole Bouquet et Philippe Torreton, entre autres. Je mesure la chance exceptionnelle que j'ai, À la fierté que constitue pour notre pays la création artistique, le patrimoine,